Bonjour à tous, bienvenue à bord du Nauclipus. Le Nauclipus est le nom de ce sous-marin. Je ne suis pas seul, vous entendez à la voix le commandant Brice. Bonsoir le chat. On va à chaque émission creuser une franchise de jeux vidéo. Donc en l'occurrence on va commencer par Final Fantasy. Et plus on va avancer dans l'émission, plus on va plonger profondément et parler de sujets plus sombre, plus méconnu. Donc vous devez connaître le format iceberg, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, même des États-Unis, qu'on a vu repris en France récemment. Nous on a envie de le faire version Twitch, comme ça va être sympa. Et bien on va commencer l'émission avec donc toute la partie à la surface et on va pouvoir accueillir notre tout premier invité. Bonjour Jérémy. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je suis Jérémy Karmarek, vous me connaissez probablement parce que j'écris pour le site Final Fantasy World depuis plus de 20 ans. Et je suis aussi maintenant auteur pour Third Edition, donc j'ai écrit la légende Final Fantasy 13 et 15. Jérémy, grand spécialiste de Final Fantasy. Et donc ensemble, ce que je te propose, c'est qu'on va lancer le tout premier Final Fantasy. On est en 1987, je vais lancer une petite game. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien que tu déjà nous débunkes une légende très très tenace sur l'origine de la franchise Final Fantasy sur le titre. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler la fausse légende qui circule depuis des années, qui n'arrive pas à sortir des esprits ? C'est l'idée sur laquelle le jeu s'est appelé Final Fantasy parce que ça devait être le tout dernier jeu de Square. Ils jetaient toute leur force dans leur dernier jeu avant de fermer boutique. C'est pas ça qui s'est passé. En fait, c'est parce qu'on a donné une relecture assez symbolique par la suite, mais ce qui s'est passé, c'est que la situation Square était effectivement un peu précaire. C'était pas la faillite, c'était pas facile parce qu'ils n'avaient pas enregistré beaucoup de succès avec leurs jeux précédents. Et en fait, c'est plutôt Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur de Final Fantasy, qui lui, il voyait le temps compter parce qu'il avait arrêté ses études pour travailler chez Square et au fil des ans, il espérait avoir un gros succès qui allait le lancer dans le jeu vidéo et ça n'est jamais vraiment arrivé. Au moment où il devait vraiment reprendre ses études, sinon c'était plus possible, l'heure était comptée pour lui, quoi. Il fallait absolument qu'il ait un succès, sinon c'était fini. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce dernier jeu, mais qu'il n'a pas du tout appelé Final Fantasy parce que c'était l'ultime tentative. En fait, il a appelé ça, le jeu comme ça parce que ça sonnait bien en fait. Le titre était assez classe. Au début, il devait s'appeler Fighting Fantasy, sauf que c'est déjà le titre des livres-jeux qui existent déjà. Donc ils ont dû en changer parce que c'était pas possible légalement. Okay. Ils se sont arrêtés sur Final à la place de Fighting parce qu'ils trouvaient que le nom sonnait bien en fait. Ouais, je crois que d'ailleurs que Final, c'est des mots que connaissaient un peu les Japonais, donc il fallait que ce soit facilement prononçable. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les origines, la genèse du projet ? Est-ce que Square ça existait déjà depuis un moment avant que ce jeu soit créé ? Square ça existait depuis 1983. Au départ c'était pas vraiment une société de jeux vidéo, c'était une sorte de cybercafé d'une certaine manière dans laquelle des jeunes créateurs venaient développer des jeux sur leur temps libre. La plupart étaient des étudiants d'ailleurs. Et tous ils étaient fans de jeux de rôle américains, les Wizardry, Ultima, c'est des jeux, des RPG sur PC. Et quand ils ont commencé à faire des jeux chez Square, c'était souvent des jeux sur PC comme ça, comme des RPG ou aussi des jeux d'aventure textuels, ce genre de choses. Et quand Square est devenu une société indépendante en 86, ils ont eu un accord avec Nintendo pour faire des jeux sur NES. Ouais. Sauf que eux, ils se sont convaincus que c'était impossible de faire des RPG sur NES parce que la console n'était pas assez puissante. Sauf qu'en 86, il y a aussi la sortie d'un jeu décisif, c'est Dragon Quest, qui leur a montré que c'était possible en fait de faire des RPG sur console. Et là, Sakaguchi, ça lui a mis la puce à l'oreille, il s'est dit, on va faire un RPG nous aussi. Donc il a cherché à convaincre Square de faire un RPG, sauf que le problème, c'est que Sakaguchi avait une réputation assez difficile chez Square, c'est un créateur assez exigeant, donc les gens n'aiment pas beaucoup travailler avec lui. Il a eu beaucoup de mal à recruter des gens pour faire un RPG, il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui ont levé la main pour dire moi je veux bien travailler avec toi. Et bien sûr, dans l'équipe, il y avait aussi le compositeur Nobuo Uematsu, je ne peux pas le pas mentionner. Il était présent dès le début. Et est-ce que du coup, ce jeu, quand il est sorti, ça a été succès immédiat ? En fait, le succès a été suffisant pour que ça déclenche la sortie d'une suite. Le succès décisif est venu plus tard, c'est Final Fantasy 3. Justement, on va y venir dans les suites. Je sais pas si vous connaissez le Angry Video Game Nerd. En gros, c'est celui dont s'est inspiré le joueur du grenier pour créer son émission. Et il avait fait une vidéo à l'époque sur justement la confusion qui règne des fois dans les suites, dans les grandes franchises. Et il y en a une énorme dans Final Fantasy. Time of its Japanese release wasn't released in the US, neither was Final Fantasy III. But Final Fantasy IV came out here, and because we didn't have 2 or 3, it wouldn't have made sense to call it 4, so what do? They call it 2. Now, Final Fantasy V wasn't released here either. So, when 6 came out, that became 3. Final Fantasy III also happens to be one of my all-time favorite games on the Super Nintendo. And I remember that after that, Squaresoft started releasing the next Final Fantasy games on PlayStation. Things changed, and now they weren't fucking with the titles anymore. So when Final Fantasy VII came out, they just called it Final Fantasy VII. And that's where the confusion began.
I wondered, what the fuck happened to 4, 5, and 6? But what I really should have been wondering, little did I know, what the fuck happened to 2, 3, and 5? And once I figured that out, I was like, so there were other Final Fantasy games we didn't know about? I was playing 6 all along and not 3? What a bunch of fucking bullfuck. J'ai plusieurs questions en fait à te poser là-dessus, c'est que pourquoi certains épisodes ne sortent pas aux États-Unis, pourquoi aucun épisode n'est sorti en Europe jusqu'au 7, du coup nous on ne connaissait pas du tout jusqu'au 7, donc on est en 97. Voilà, et pourquoi ils se sont dit ok, là c'est le 7ème, cette fois-ci celui-ci on le sort mondialement. Déjà pourquoi certains épisodes ne sont pas sortis aux États-Unis, comme on le voit dans la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils craignaient que les joueurs américains comprennent mal les combats au tour par tour. Et aussi avec FF2 et 3, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le jeu, quand ils ont terminé le développement, ils sont directement passés au développement de l'épisode suivant. Donc en fait, ils n'ont pas eu le temps de développer les versions localisées. Et heureusement, FF7 est venu tout changer. Pour FF7, ils se sont dit dès le départ qu'ils allaient en faire un hit international. C'est aussi Sony qui a poussé pour que le jeu sorte aussi en Europe. Justement, ça y est, on est au Final Fantasy VII. Qu'est-ce qui a changé pour qu'ils se disent on monte en ambition? C'est le tournant de la 3D en fait. Au milieu des années 90, il y a un frémissement dans le domaine des images de synthèse. Il se fait que, notamment Sakaguchi, se prend véritablement d'intérêt pour ce domaine. Ils ont acheté plein de stations de travail Silicon Graphics, qui était la pointe de la technologie à l'époque. On raconte qu'ils en avaient acheté autant que la NASA. Ouais, effectivement, d'un coup, ça a été un bond incroyable. Le budget, je crois, il a été énorme. Ah oui, on est sur des dizaines de millions de dollars pour le jeu, et pareil pour le marketing aussi. Au Japon, ça a été un succès immédiat. Au final, ils en vendront 3 millions en Amérique, et en Europe, ils en vendront 2 millions. Donc clairement, le succès était au rendez-vous. Ils étaient satisfaits de leur aventure. Jamais dans les épisodes suivants, ils n'ont réussi à rétablir cet exploit. Autant de ventes, non. Un jeu comme FF15, par exemple, ils ont réussi à atteindre 10 millions d'exemplaires, mais c'est avec le jeu de base, ses rééditions, l'édition royale, avec l'édition Pocket, avec l'édition PC, le fait qu'il sortait sur PlayStation, sur Xbox, tout ça, ça a fait qu'effectivement c'est plus facile de vendre plein de jeux. Oui. Mais là sur FF7, on parle vraiment uniquement du jeu PlayStation et de ses rééditions fidèles comme celles qu'on voit là. Finalement, une fois que ce Final Fantasy VII est sorti, depuis Square avec cette série, il y avait comme une espèce de pression, j'imagine, pour les prochains épisodes, de toujours faire mieux, de toujours en tout cas être à la pointe de ce qui se fait, parce que c'est ce qu'était Final Fantasy VII, on le voit. Ça, alors les plus jeunes ne se rendent pas forcément compte, mais à l'époque, des graphismes comme ça, des cinématiques incroyables, un jeu si dense, etc. C'était ce qui se faisait de mieux au monde, en tout cas dans son domaine évidemment. Donc est-ce qu'ils avaient cette pression pour les prochains? Clairement, FF7 c'est le tournant dans l'histoire de Square. C'est un jeu qui a un peu établi le standard des RPG de nouvelle génération à l'époque. D'ailleurs, la partie graphique c'est resté la grande priorité du développement des Final Fantasy après le 7. Et ça a pu effectivement être un petit peu délétère, ça a pu être un fardeau pour eux à porter sur les épaules parce que au fur et à mesure de l'évolution des consoles, ils voulaient continuer à faire des graphismes de plus en plus réalistes, sauf qu'ils devaient en même temps essayer de conserver le volume du jeu, parce que c'est des jeux gigantesques avec des dizaines d'heures de gameplay, avec plein d'activités à faire. Et au fur et à mesure, ils avaient continué à garder une méthode de travail assez artisanale, et aussi étonnant que ça le puisse paraître. Et ils ont eu un gros carambolage à l'époque d'FF13 et 14, où ils ont eu beaucoup de difficultés à concilier la qualité des visuels et le volume du jeu. Et je pense que beaucoup de joueurs seront d'accord avec moi, il y avait vraiment eu un problème à ce moment-là FF13 notamment, il a beaucoup été critiqué pour ça, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en dehors de la quête principale. C'est parce que, à cause du poids d'FF7, ils ont tellement mis en avant les graphismes qu'ils avaient beaucoup de mal à mettre du volume autour de ce jeu. Et donc c'est quelque chose sur lequel ils ont dû beaucoup travailler par la suite et ils n'en sont pas forcément toujours sortis. Très bien, et bien écoutez, on a posé les bases, on va pouvoir commencer un petit peu à creuser un peu le sujet. Et pour ça, commandant Brice, si tu le veux bien, nous allons plonger. C'est parti.